Bonsoir à tous et bienvenue dans Chaque Voix compte, votre nouveau rendez-vous quotidien sur LCP. Chaque soir à 19h30, Chaque Voix compte, c'est l'émission qui donne la parole à tous dans le respect des opinions de chacun et dans la nuance. Avec moi ce soir, Fanny Guinochet et Laurent Guimier. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Merci d'être avec moi, vous allez bien ? Très bien. Très bien. C'est parti pour le sommaire de cette deuxième de Chaque Voix compte, avec à la une ce soir, le pouvoir à l'épreuve de la rue. Ce sont les deux images du jour qui se sont entrechoquées. D'un côté, la passation de pouvoir entre François Bayrou et Sébastien Lecornu à Matignon. De l'autre, au même moment, le mouvement Bloquons tout avec des milliers de personnes dans les rues. Quel premier bilan tiré de cette journée de mobilisation émaillée de tensions et de violences? On va en parler avec nos trois premiers invités ce soir. Denis Maillard de la Fondation Jean Jaurès, Michel Picon, président de l'UDP, l'Union des entreprises de proximité, et Nadège Abomangoli, députée LFI de Seine-Saint-Denis, vice-présidente de l'Assemblée nationale. Merci à tous les trois d'être là ce soir. À suivre aussi dans Chaque Voix compte, quelle histoire chaque soir Laurent Guimier décrypte, décortique pour nous son image du jour. Ce soir, Laurent. Ce soir, c'est l'image d'un Premier ministre dont on connaît le visage, mais pas encore la voix, et c'est peut-être une tactique mûrement réfléchie. Dans la deuxième partie de Chaque Voix compte, la question qui fâche. Sébastien Lecornu peut-il gagner la bataille budgétaire? Vous pouvez poser vos questions à nos trois députés du soir en flashant le QR code qui est en ce moment sur votre écran. Avec nous, il y aura ce soir Aïda Hadizadeh, députée socialiste du Val d'Oise, Charles Zitzenstuhl, député Ensemble pour la République du Bas-Rhin, et Philippe Juvin, député LR des Hauts-de-Seine. Voilà pour le menu de ce soir. Installez-vous confortablement. Chaque voix compte. C'est parti. Il y a des premiers jours où rien ne se passe comme prévu. Je ne parle pas évidemment de la première de Chaque Voix compte hier. Non, je veux parler de la première journée de Sébastien Lecornu à Matignon. Passation de pouvoir en pleine mobilisation, bloquons tout. Il y avait comme un léger décalage qui n'a pas semblé doucher l'optimisme du nouveau chef du gouvernement. Écoutez. La deuxième des choses, c'est de dire aux Françaises et aux Français qu'on va y arriver. Parce qu'au fond, vous venez de le dire, il n'y a pas de chemin impossible. Il faut qu'on arrive à mettre fin, au fond, à ce double décalage, le décalage entre la situation politique et le décalage avec ce qu'attendent légitimement nos concitoyennes et nos concitoyens pour leur vie quotidienne, pour la situation économique et sociale, leur sécurité, bref, ce pourquoi, évidemment, nous sommes missionnés. Vie politique et vie réelle. Avant de dresser un premier bilan des manifestations du jour, je vais vous demander à chacun l'image que vous retenez, vous, de cette journée. Qu'est-ce qui vous a marqué, Nadège Abomangoli? Bien, aujourd'hui, j'étais sur le terrain à plusieurs endroits. D'abord sur ma circonscription à Bondy, puis je me suis rendue à l'Assemblée générale à la gare du Nord. Et surtout, l'image que j'ai retenue, c'est cette image prise par un drone de la place des Fêtes dans le 19e arrondissement de Paris, pleine, un rassemblement qui précédait une Assemblée générale. Et je trouvais que c'était vraiment très beau à voir. Et nous y serons d'ailleurs tout à l'heure, place des Fêtes, parce qu'il y a un bal populaire qui se prépare pour clôturer cette journée bloquons tout. On y rejoindra tout à l'heure nos reporters. Michel Picon, vous retenez quelle image de cette journée? L'image d'une mobilisation sociale tout à fait légitime sur le pouvoir d'achat, sur les difficultés qu'un certain nombre de nos concitoyens ressentent. Aussi l'image de casseurs qui est insupportable. Moi, ça me rappelle les difficultés terribles qu'ont subi les commerces et les petites entreprises de ces mouvements sociaux qui n'étaient plus contrôlés. Et à la fois aussi une image d'optimisme parce que, enfin, un Premier ministre assez rapidement, et nous espérons une stabilité et un peu de sérénité dans le débat politique français. Et vous, Denis Maillard de la Fondation Jean Jaurès, qui avez tenté de dresser un portrait robot de ce mouvement bloquons tout, finalement, de cette journée, vous retenez quoi? Une image que j'ai vue dans Paris cet après-midi d'une manifestation, 200 personnes arrivant dans une rue, à un carrefour, et ne sachant pas où aller, se demandant s'ils allaient à droite, à gauche, et finalement c'est l'arrivée de la police derrière eux qui a fait qu'ils ont continué tout droit. Je crois que cette image, elle est assez parlante de ce mouvement qu'on attendait, qui s'est largement mobilisé sur les réseaux sociaux selon des modalités diverses
selon les plateformes et qui, une fois qu'il cherche à se traduire dans la rue, ne sait pas vraiment comment faire, quoi faire. Et je crois que c'est, pour moi, l'image du mouvement. J'ai cru que vous alliez faire un parallèle avec Emmanuel Macron qui n'aurait pas su s'il fallait aller à droite ou à gauche pour nommer son nouveau Premier ministre. On regarderait bien. Merci en tout cas pour ces images que vous avez retenues de cette journée. Le mouvement Bloquons tout promettait de paralyser le pays. Y est-il parvenu? Premier bilan chiffré de cette journée avec Dario Borgogno. Une journée entière pour bloquer la France. C'était l'objectif de ces 812 actions aujourd'hui sur tout le territoire, avec des opérations coup de poing. Comme cette tentative d'infiltration à la gare du Nord, ou encore ce bus brûlé à Rennes en plein milieu de la rocade. Des actions menées par 175 000 participants selon l'État. Mais face aux forces de l'ordre mobilisées, 80 000 gendarmes et policiers, en fin de journée, le ministère de l'Intérieur comptait au moins 473 interpellations. Bruno Retailleau souhaitait ne rien laisser passer. Les choses sont désormais très claires. La mobilisation n'a rien d'une mobilisation citoyenne. Elle a été détournée, confisquée, captée par la mouvance de l'extrême gauche, de l'ultra-gauche. La CGT donne ce soir le chiffre de 250 000 manifestants, mais la mobilisation semble être loin de celle espérée depuis des semaines sur les réseaux sociaux. Un mercredi certes agité, pour une France cependant loin d'être paralysée. Denis Maillard, vous êtes notamment l'auteur de ce livre « Une colère française, ce qui a rendu possible les Gilets jaunes ». Vous diriez ce soir que les mêmes causes sont en train de provoquer les mêmes effets ou finalement cette journée n'a pas été à la hauteur des espérances qu'avaient les membres du mouvement Bloquons tout? Moi, je crois qu'il y a, je dirais, deux choses. La première, c'est que le mouvement, me semble-t-il, avait déjà eu lieu. Et qu'aujourd'hui, on attendait qu'il se passe quelque chose dans la rue alors qu'il s'est passé quelque chose sur les réseaux sociaux, une forte mobilisation, des millions d'engagements, de gens qui se sont exprimés. La question, c'était de savoir, est-ce qu'on peut passer de l'expression d'une colère, d'une frustration, d'un mécontentement sur les réseaux sociaux à une colère, à quelque chose qui s'exprime dans la rue. Là, et vous dites quoi ce soir? Vous vous dites que ça ne s'est pas concrétisé finalement? Ça ne s'est pas concrétisé. Le mouvement avait déjà eu lieu et ça ne s'est pas concrétisé. Et la deuxième chose, c'est que je crois qu'on a tous les Gilets jaunes en tête, alors qu'il y a une loi des rapports sociaux, on va dire, il y a une loi physique des rapports sociaux, qui est qu'un mouvement social est toujours structuré par celui qui l'a précédé. Or, le mouvement social qui a précédé cette journée, c'est la mobilisation contre la réforme des retraites, qui a été un échec du mouvement puisque le gouvernement n'a pas reculé. Et que je crois que les gens qui s'exprimaient aujourd'hui, finalement, exprimaient la longue traîne de ce mouvement-là dans un patchwork de revendications, de colère, et que je dirais, aujourd'hui, on était plus dans la journée nationale des colères que dans quelque chose qui rappelle les Gilets jaunes. Nadège Abou-Mangoli, vous êtes d'accord avec l'analyse que fait Denis Maillard? Il y a sans doute une forme de déception pour ceux qui s'étaient fortement mobilisés sur les réseaux sociaux et puis finalement qui n'ont peut-être pas osé aller dans la rue par peur des violences éventuellement? D'abord, non, je ne fais pas la même analyse. Tout d'abord parce que je ne réduis pas l'expression de la colère concernant la journée Bloquons tout à une expression sur les réseaux sociaux. Ça a commencé... C'est quand même là que c'est né. Évidemment, c'est là que c'est né. Aujourd'hui, ce sont des nouvelles formes d'organisation. D'ailleurs, les journées sont organisées dans des boucles Telegram avec, en fait, de manière dématérialisée, donc des gens qui ne se connectaient pas forcément d'abord physiquement. Donc, c'est une spécificité. Ensuite, tout à l'heure, Denis Maillard a expliqué qu'il y a parfois des gens qui ne savaient pas où aller. Figurez-vous que parfois, nous-mêmes, militants politiques, on avait les infos en dernière minute. Et pourquoi? Parce que, évidemment, il y a eu des annonces qui ont précédé cette journée, des annonces combinatoires, martiales. Vous faites référence à l'annonce du dispositif policier, par exemple? Le dispositif policier, les chiffres que vous donnez, qui, à mon avis, doivent être revus, si on en croit, ce que vous dites, c'est un policier pour deux, pour deux manifestants. Donc ça aussi, c'est quand même un élément structurant. Il y avait 175 000 manifestants au dernier décompte officiel et 80 000 policiers mobilisés. Donc Oui, mais rien qu'à Paris, ce qu'on a vu à Paris, ça
si on prend seulement Paris, ça ne semble pas correspondre à la réalité. Et ensuite, la colère qui a été exprimée par rapport à ce mouvement, c'est enclenché au moment des annonces budgétaires de François Bayrou. On est quand même dans une situation sociale explosive. C'est ce qui motive les manifestantes et les manifestants. Et on est dans une situation sociale où les gens ont décidé de s'organiser différemment, justement parce qu'ils ont vu que les actions classiques, aujourd'hui, ne portaient pas leurs fruits. Les gens se sont exprimés dans les urnes. Les résultats n'ont pas été respectés. Les gens ont exprimé leur opposition à la réforme des retraites. Leurs choix n'ont pas été respectés. Et bien aujourd'hui, il y a des personnes qui décident de se mobiliser différemment en bloquant des grandes surfaces, en bloquant des ronds-points. Et alors évidemment en prenant des éléments de mobilisation des Gilets jaunes, mais en essayant d'inventer autre chose. Et c'est le début. Michel Picon, vous avez, vous, ce soir, des remontées de vos petits patrons sur l'impact de cette journée? Oui, partout où les cortèges sont passés, oui, j'ai des commerces qui n'ont pas pu travailler, certains qui ont vu leur établissement endommagé, il y a un chiffre d'affaires qui ne s'est pas fait. Enfin, on traverse Paris aujourd'hui, ce que vous disiez à l'instant, où les gens ont eu peur et ne viennent pas. Il y a une contestation sociale. Je ne suis pas sûr que la politisation de ce mouvement, qui est un mouvement de gens qui ont des difficultés, la façon dont les choses ont tenté d'être récupérées par... Oui, c'est de la politique, mais les gens n'ont pas envie de ça. Enfin, moi, vous savez, dans les petites entreprises, on est au contact, on discute avec nos salariés. Les rapports, d'ailleurs, ne sont pas ceux que l'on dépeint parfois, et souvent, même trop souvent. Et les gens n'ont pas envie. Ils ont envie de dire non, ça ne va pas. Notre pouvoir d'achat, ça ne va pas. Le coût de notre logement est devenu prohibitif. Enfin, tout ce qui frappe les ménages et les Français, mais ils n'ont pas envie d'être récupérés politiquement. Et je pense que, au fond, ils n'ont pas envie non plus d'être dans une manifestation où apparaissent partout des drapeaux sur la Palestine, alors qu'eux sont venus discuter de leur pouvoir d'achat. Et je pense que c'est un tort que la politique ne laisse pas s'exprimer la revendication légitime de tous les gens qui ont des difficultés, parce que moi, je les comprends. Je les comprends parce que les petites entreprises, 68 000 petites entreprises sont parties au tapis l'année dernière avec leurs 200 000 salariés. Donc oui, il y a des difficultés dans le pays. Ensuite, après, pour les résoudre, c'est à la classe politique, mais là, quand elle s'exprime, il ne faut pas essayer de récupérer, parce qu'au fond, on voit bien que ça ne marche pas. Alors justement, Michel Picon, avant d'aller sur l'aspect politique, on va les écouter, ces Français qui voulaient manifester leur ras-le-bol aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de tensions. Il y a eu des tentatives de blocage contrées par les forces de l'ordre. Il y a eu des images qui ont effacé d'une certaine façon l'esprit du mouvement Bloquons tout. Les équipes de LCP ont tendu leur micro toute la journée à ces Français qui ont arrêté de travailler pour dire leur ras-le-bol, parce que chaque voix compte. Clément Perrault avec nos équipes en région. 5 h du matin, l'heure du réveil des Gilets jaunes. Rond-point des Vaches, aux portes de Rouen, un site historique de leur mobilisation. Accompagnés de délégués syndicaux de l'usine Renault voisine, ils organisent un barrage filtrant. Leur colère n'a pas disparu. C'est le gouvernement qui décide, c'est plus nous. C'est pas ça qu'il faut bouger encore plus. Il faut bouger, c'est tous les jours, c'est tous les jours. Après le cornu, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui lui reste? La démission de Macron, moi je me place dans ce mouvement-là. Il faut que Macron démissionne. À Montreuil, aux portes de Paris, un groupe d'étudiants tente de dresser une barricade. Objectif, bloquer le périphérique. Mais les CRS interviennent en nombre. Un jeu de chat et de la souris s'engage. Quelques gaz lacrymogènes sont jetés. On faisait absolument rien. Enfin, c'est un niveau de répression qui pour le coup est quand même abusif, sachant que là, objectivement, il n'y avait absolument rien, quoi. Les manifestants se réfugient au siège voisin de la CGT. Plus tard, ils rejoindront les cortèges parisiens. Autoroute A20 au sud de Limoges. Des agriculteurs ont sorti les tracteurs pour bloquer la circulation à l'appel de la Confédération paysanne. Ici en Limousin, ça ne se passe pas à l'autre bout de la planète, on est en souffrance et on a besoin d'être soutenus et reconnus pour cette souffrance et tout le travail qu'on fait pour nourrir nos concitoyens les plus proches, quoi. Quelques militants de gauche ont rejoint le mouvement. Ici, pas de tension avec la police ou les automobilistes. Sur ce rond-point de Besançon, ces militants se sont organisés via le réseau Bloquons tout, lancé sur les réseaux sociaux. Leur tentative de blocage est vite avortée par l'intervention policière.
Le groupe se rabat alors sur un centre commercial. Plus tard, les différents cortèges de la ville se regroupent. L'affluence est importante. Il flotte dans l'air un parfum d'euphorie. 6300 personnes selon Patrick le compteur, c'est exceptionnel. Il faut que ça continue évidemment. Là on peut pas que ça doit pas se terminer ce soir, c'est pas possible. La nomination de Sébastien Lecornu ne semble avoir eu aucune influence sur la mobilisation. La cible des manifestants aujourd'hui, c'est le président de la République. Et on l'a vu aussi, c'était aussi Sébastien Lecornu, on l'a vu sur certains panneaux. Sachez que LCP diffusera dimanche soir à 22 h un magazine spécialement consacré à cette journée Bloquons-Tout avec les images de tous nos reporters mobilisés aujourd'hui. Denis Maillard, je vous voyais regarder le reportage avec intérêt, notamment au moment où on voyait des gilets jaunes. Finalement, en quoi les Bloquons-Tout sont différents des gilets jaunes? Mais je crois que d'abord, sociologiquement, c'est-à-dire que ce qu'on a vu aujourd'hui, et le reportage le montre bien, c'est à la fois des jeunes, alors lycéens ou étudiants qui se mobilisent dans les grandes villes, des gens qui bloquent un rond-point à la manière des gilets jaunes, une autoroute bloquée, des gens qui s'en prennent à ce moment-là à une zone commerciale ou des supermarchés. On voit bien qu'il y a des modes d'organisation, d'action qui sont très disparates, des publics qui sont très différents. Le moment des Gilets jaunes était un moment où des catégories populaires, souvent dans un périurbain plutôt subi, lointain, s'est constitué et a vu que sur les ronds-points, par exemple, les gens se reconnaissaient, c'est-à-dire qu'ils reconnaissaient des modes de vie semblables. C'est ce qu'on a appelé dans l'étude de la Fondation Jean Jaurès, c'était un mouvement creuset. C'est-à-dire qu'il se passait quelque chose et ça coagulait et ça faisait un peuple. Je crois que là, ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est des colères différentes, c'est un patchwork, alors qui est intéressant, qui effectivement montre que derrière, sous-jacent, il y a bien quelque chose de l'ordre du mécontentement, de la frustration, de colère. Mais c'est pour ça que tout à l'heure, je disais, c'est une journée nationale des colères. Mais des colères. Est-ce qu'il n'aura pas manqué un symbole? Parce qu'on connaissait les bonnets rouges, on a eu les gilets jaunes, et là, les Bloquons-Tout, ils n'ont pas de symbole. Sans doute. On avait une unité de temps, mais on n'avait pas d'unité de lieu. C'était un peu partout, chacun faisait ce qu'il voulait. Et ça a été de bon enfant. Moi, je suis assez d'accord. Place des Fêtes, c'est sympa. Il y a eu plein de choses intéressantes, mais ça ne fait pas masse. Et puis, pas d'unité d'action. Et je crois que c'est ça le problème du gilet jaune. Il y avait quand même au départ un problème sur les carburants. Concret, le carburant. Oui, tout à fait. Quand même, pendant des semaines, a fédéré la population. Là, on est dans l'addition de colères qui sont très, très disparates. Absolument. Nadège Abo-Mangoli. Effectivement, il y a beaucoup de revendications légitimes, comme vous le disiez. Mais quand même, votre reportage montre des noms en fait, qui sont prononcés. C'est Macron, c'est le président de la République qui coagule toutes ces colères. Et qui coagule toutes ces colères parce qu'il donne le sentiment de ne pas écouter, de continuer la même politique, de ne pas trouver de solution. Et donc c'est pour ça que je suis un peu en désaccord avec ce que vous disiez, mon contradicteur tout à l'heure. C'est que oui, c'est politique. C'est politique, ce qu'expriment les gens, c'est éminemment politique. Ils ont compris une séquence budgétaire au cours de laquelle on leur promet quand même un peu du sang et des larmes quand on s'attaque au service public de la santé, lorsqu'on parle d'affection de longue durée, de franchise médicale, c'est très concret. Et donc il y a eu une séquence parlementaire, on va dire institutionnelle, avec le départ du Premier ministre. Et là, très clairement, le fait, d'ailleurs même que la passation de pouvoir entre l'ancien et le nouveau Premier ministre se passe aujourd'hui, avec ces images complètement de décalage entre eux, d'ailleurs une passation très rapide, je ne vais pas dire en catimini, mais quasiment, et puis d'autres images comme ça, le décalage continue, le décalage se creuse, et d'ailleurs je tiens à dire que c'est, pour la plupart des personnes mobilisées, le début d'une mobilisation. Parce qu'effectivement, on n'est pas du tout dans la même chose que la question des Gilets jaunes. Vous disiez que les Gilets jaunes, il y avait un moment déclencheur, qui était la question de l'essence. Là, il y en a plusieurs. Et donc, il y a plusieurs types de mobilisation, plusieurs endroits aussi. C'est pas pareil partout. Le périurbain, les villes. Moi, tout à l'heure, j'ai un camarade qui m'a expliqué qu'à Brioude, en Haute-Loire, il y a une AG de 150 personnes. Ce sont des endroits où ce genre de choses arrive quand même très rarement. Et donc, je pense qu'il faut tenir compte de tout cela. Ce qu'on a beaucoup entendu aussi aujourd'hui dans les manifestations, c'est ce ras-le-bol face aux fins de mois, Fanny Guinochet. Et ça, il y a un chiffre qui documente très bien ce ras-le-bol des fins de mois. C'est 40% des Français qui se disent
fréquemment à découvert. Des Français qui n'y arrivent pas. Hein. Tout à l'heure, on entendait Sébastien Lecornu dire on va y arriver. Eux, ils n'arrivent pas à boucler leur fin de mois et ils ont un découvert mensuel en moyenne de 411 €. Alors, c'est le baromètre Cofidis qui est sorti le 3 septembre dernier, hein, c'est pas vieux, qui le montre. Et surtout, ce baromètre montre aussi que c'est beaucoup plus que l'année dernière, puisque c'est 85 € de plus que l'an dernier. Alors, un gros tiers des Français se tournent vers le crédit à la consommation. La majorité d'entre eux coupent dans les dépenses, notamment les dépenses essentielles. Et puis, il y a ceux qui vraiment n'y arrivent pas et qui se retrouvent en dossier de surendettement. La Banque de France montre qu'il y a plus de 10% des dossiers de surendettement cette année. C'est la France qui a du mal à finir les fins de mois, celle qui s'exprime, alors qui exprime de la colère, de l'agacement, de la lassitude. Alors, il y a peut-être un petit paradoxe, c'est que dans le même temps, l'inflation a beaucoup baissé ces derniers mois. Vous avez raison, Adeline. Aujourd'hui, l'inflation, c'est autour de 1% seulement, alors que 2022-2023, on était autour de 5%. Donc, vous voyez, le différentiel est très, très important. Par exemple, les tarifs de l'énergie, on parlait du carburant, ont beaucoup baissé ces derniers mois. Mais ce qui a baissé aussi en face, c'est la fin du quoi qu'il en coûte. On a coupé le robinet budgétaire, entre guillemets, ce qui veut dire moins de soutien, moins d'aide pour les petites entreprises, mais aussi pour les ménages. L'autre paradoxe, c'est qu'on dit beaucoup que les salaires augmentent, alors que les Français ont du mal à boucler les fins de mois, les salaires augmentent. Les salaires augmentent, mais c'est 2,5%, ce qui n'est pas non plus énorme. Et il n'empêche, les patrons comme les salariés se plaignent aujourd'hui de leur fiche de paye, du différentiel entre ce fameux brut et ce fameux net. Ça va vous parler, Michel Picon. Mais c'est vrai qu'on a entendu beaucoup de patrons dire quand je veux augmenter mon salarié de 100 €, il faut que je débourse le double. Et ça touche tout le monde, les fonctionnaires, les indépendants, parce qu'en fait, tous les travailleurs, c'est vrai qu'il faut financer ce fameux modèle social dont les dépenses augmentent parce qu'on vieillit, on reste plus de temps à la retraite, les arrêts maladie augmentent, etc., etc. Concrètement, ça veut dire, Fanny, que le travail ne paie plus? Mais oui, hélas. Et il y a quelqu'un, Antoine Fouché, qui s'est penché sur le sujet puisqu'il a publié un livre qui s'appelle « Sortir du travail qui ne paye plus ». Alors, il faut dire que c'est aujourd'hui un spécialiste des questions sociales, mais aussi c'est l'ancien directeur de cabinet de Muriel Pénicaud, qui avait été ministre du Travail. Il a pris un peu de recul avec la Macronie depuis. Et il montre quand même dans son livre que quand on gagne 100 € aujourd'hui en travaillant, on en garde 54 € en moyenne, une fois qu'il y a eu les cotisations sociales, les impôts. Et il fait le parallèle avec les années 90, où là, on en gardait 60 €. Et alors, quand on remonte beaucoup plus en amont, dans les années 60, on en gardait presque 70 €. Donc, c'est vrai que la promesse d'améliorer son niveau de vie en travaillant, elle est rompue. C'est ce qui crée de la souffrance, du déclassement, du ressentiment, auquel d'ailleurs tous les politiques, gauche comme droite, sont confrontés. Et c'est forcément un des dossiers qui attend Sébastien Lecornu. Ah oui, il va falloir, parce que le financement de notre modèle social, c'est effectivement ce qui va composer le budget, où est-ce qu'on trouve l'argent, les recettes, où est-ce qu'on coupe dans la dépense, comment on fait ça. Alors c'est vrai que François Bayrou alertait, on n'arrive plus à le financer, du coup on emprunte. Alors ça va se traduire dans le budget, et pour Sébastien Lecornu, écoutez, ça risque d'être son Himalaya. Merci Fanny. Michel Picon, je vous voyais opiner du chef pendant toute l'explication de Fanny. Vos petits patrons, ils attendent quoi du prochain gouvernement et du prochain budget? Que peut faire Sébastien Lecornu pour franchir l'Himalaya sans les fâcher? Non, mais les petits patrons, ce qu'ils ont besoin, c'est qu'on les libère, qu'on mette moins de normes, moins de charges sur eux. Ils sont, au fond, dans la même situation. Ils travaillent beaucoup, ils sont à 50 heures pour beaucoup, et à la fin, un reste pour eux, une rémunération qui est bousillée par des cotisations sociales qu'ils payent eux au même titre que les salariés, trop importantes. Donc ce qu'on attend, c'est un peu d'apaisement du pays. J'entends que la politique veut précipiter les échéances, faire partir le président, à tort, à raison. Moi, ce n'est pas mon job de donner un jugement là-dessus. Ce que je pense, c'est que le sort qui sera fait au président actuel, celui qui viendra derrière le subira aussi, parce qu'il y aura toujours une majorité de gens qui ne seront pas contents de celui qui les gouverne. Et au bout de 2 ans, ils diront « il ne me plaît pas, il faut qu'il parte, démission, etc. » Donc je pense qu'il faut être extrêmement prudent. Les échéances, me semble-t-il, doivent être respectées. Nous, ce que nous attendons, c'est vraiment un big bang du financement de la protection sociale. Moi, en aucune manière, nous à l'UDP, nous pensons qu'il faut diminuer la protection sociale, même si
des économies ici ou là doivent être faites, même si des gens qui se sont un peu confortablement installés dans le fait que ça ne valait pas le coup de travailler par rapport aux prestations sociales que l'on me donne. On ne peut pas nier que cela existe, et quand vous êtes employeur et que vous recrutez, vous êtes régulièrement confronté à cette situation, même si j'admets qu'elle n'est pas majoritaire. Donc il faut absolument qu'on trouve une méthodologie pour que le financement de la protection sociale ne pèse plus sur le travail. Oui, il doit peser davantage sur les dividendes. Il n'est pas normal que le travail soit plus taxé que la rémunération de profits financiers ou fonciers. Il faut certainement taxer un peu plus l'héritage. Le patrimoine des Français s'est figé sur trop peu de gens aujourd'hui. Il faut taxer peut-être un petit peu les retraités au-delà de 2300 € parce qu'on a un déclin démographique qui fait qu'il n'y aura pas assez d'actifs demain pour supporter le poids. Et le poids, ce sont nos parents, donc il faut en prendre soin. Mais faut-il qu'économiquement on puisse le faire? Voilà, ce sont toutes ces réformes de fond qui remettent le travail au cœur du sujet de la société, et pas simplement sur une idée famille, patrie, non, parce que le travail c'est un outil d'émancipation. Tous ceux qui ont la chance de travailler et de gagner leur vie avec leur travail, eh bien c'est du bonheur dans la société, et malheureusement il y a trop... Voyez-vous, je terminerai par là si vous me le permettez. Moi je fais partie d'une génération où cette appellation de travailleur pauvre, ça n'existait pas. Quel que soit le niveau d'instruction qui était le vôtre, CAP, BEP, bac, études, etc., vous aviez un travail, vous n'étiez plus à la charge de vos parents. Vous pouviez avoir une copine, vous installer, louer un appartement, acheter une voiture, avoir un crédit. C'est fini, ça. L'appellation de travailleur pauvre, mais c'est un constat terrible. Moi, je pense à tous ces gens qui ne s'en sortent pas, qui se lèvent tôt le matin et à qui l'État, pour financer un modèle social, prélève la moitié de ce qu'ils gagnent. Ça, c'est plus supportable. Là, on est dans la vie réelle. Ce matin, Sébastien... Il y a un certain nombre de constats que vous faites avec lesquels je suis absolument d'accord. Lorsque vous parlez de la taxation des dividendes et qu'il est absolument anormal que le travail soit davantage taxé, moi je suis évidemment d'accord. Vous savez ce que nous défendons, hein, nous, en termes de taxation et de fiscalité. Notamment, on pense qu'elle pèse... Là, aujourd'hui, par exemple, si on prend les mesures de restriction, d'austérité budgétaire du budget initialement proposé par François Bayrou, on avait quand même toutes ces restrictions qui pesaient sur 90% de la population qui représentait les classes populaires et moyennes, et sur 9% sur à peu près sur le reste, sur les très hauts revenus. Donc il y a quand même aussi ces injustices fiscales qui pèsent aussi sur le fait qu'à un moment donné, le travailleur soit pauvre. En revanche, là où j'ai quand même une forte divergence, c'est sur la question des cotisations. Évidemment, les cotisations, écoutez, sans ça, c'est pas possible. Enfin, je suis désolée. Et la réalité, c'est que le manque à gagner de l'État, c'est un manque à gagner. En fait, le problème, ce sont les recettes. Ce sont les recettes, et le financement de nos politiques sociales peuvent être totalement réalisés si on change de modèle. En 2025, on a, lors du budget, on a bien réussi à démontrer qu'il était possible d'avoir 75 milliards de recettes, en étant même... Alors ça pourra faire peut-être plaisir à celles et ceux qui considèrent que la gauche est irresponsable du point de vue budgétaire, en dessous du déficit. Donc aujourd'hui, le problème, en réalité, c'est un problème de recettes, et nous avons totalement la possibilité de financer nos dépenses sociales. Et puis à un moment donné, quand le budget des familles est au plus bas, quand on a des étudiants qui ne peuvent pas être formés, quand on a des travailleurs qui ne peuvent pas être soignés correctement, c'est préjudiciable aussi pour les entreprises, pour les carnets de commandes, pour le recrutement des entreprises. Donc tout ça est un tout très cohérent. L'impact des politiques austéritaires, c'est aussi un impact sur les petites et moyennes entreprises. Denis Maillard, ce mouvement Bloquons tout, c'était juste une journée ou ça va continuer, vous pensez? Quelle peut être la suite? Je n'ai pas de boule de cristal pour vous le dire, donc il faudra qu'on voit. Moi, spontanément, on peut émettre des hypothèses. J'entendais tout à l'heure dire que c'est le début, ça va continuer.
J'ai quelques doutes. J'ai quelques doutes vu ce qui s'est passé aujourd'hui, que les gens qui étaient mobilisés aujourd'hui, qu'ils veuillent continuer à se mobiliser, ça je n'en doute pas, mais j'ai quelques doutes sur le fait qu'ils le fassent. Qu'ils le fassent dans la durée demain, plusieurs. Après, il faudra voir, les organisations syndicales ont appelé à une journée de mobilisation la semaine prochaine, hein, le 18. Il faudra voir si effectivement... Mais je crains que les formes de mobilisation un peu spontanées qu'il y avait aujourd'hui partout en France ne correspondent pas exactement aux formes d'organisation, d'action des syndicats. Est-ce que les deux vont se réunir? Je ne sais pas. Vous en doutez, Nadège Abon-Mogoli? Néanmoins... Je pense que là Denis Maillard se situe peut-être du point de vue des centrales, mais en réalité, dans les cortèges aujourd'hui, il y avait quand même pas mal de syndicalistes d'union départementale qui participaient à ces mouvements. Et puis, sans forcément porter les couleurs de leur syndicat, un certain nombre de personnes mobilisées sont dans ce type d'action. Et justement, le 18, c'est la continuation. À ce moment-là, le 18 peut-être la continuation. On verra le 18. Mais par contre, je retiens quelque chose sur notamment l'exemple de Brioude, 150 personnes, etc. Je crois qu'on a un moment de politisation rampante. Elle ne prend pas la forme d'adhésion à des partis politiques, de choses comme ça, mais il y a une politisation de la société. Comment elle va déboucher ? Ça, c'est un peu tôt pour le savoir. Généralement, en France, la politique vient régler les problèmes et ça règle par des élections. À quel moment cela va-t-il avoir lieu? Je crois que c'est quand même le débouché naturel de toute cette fermentation. On va aller prendre le pouls du terrain avec Marco Pommier qui se trouve ce soir aux abords d'un bal populaire organisé par ce mouvement Bloquons Tout. On est place des Fêtes dans le 19e arrondissement de Paris. Marco, stop ou encore ce soir? Eh bien écoutez, alors c'est pas vraiment un bal populaire qui s'organise ce soir place des Fêtes dans le 19e arrondissement de Paris, mais on est au beau milieu d'une AG en fait. Adeline, vous voyez, il y a encore plusieurs milliers de personnes malgré la pluie battante qui s'abat sur Paris. Des manifestants qui veulent que les blocages prennent de l'ampleur dans les prochains jours. Il faut dire que la nomination de Sébastien Lecornu à Matignon n'a rien arrangé. Elle a été vécue comme une provocation par de nombreux Français que nous avons rencontrés aujourd'hui avec Juliette Prunier. Je vous propose de les écouter. On les écoute. Alors, on ne les écoute pas, semble-t-il. En tout cas, on a bien compris, Marco Pommier, que les manifestants derrière vous avaient l'intention de continuer à manifester. Tiens, ça y est, on les écoute. On les écoute? On ne les écoute pas. Marco Pommier, merci, sous la pluie, ce soir, place des Fêtes, dans le 19e arrondissement de Paris, vous nous disiez donc pas de bal populaire, une volonté de poursuivre le mouvement au-delà de cette journée du 10. Rendez-vous est pris pour le 18 septembre, semble-t-il, avec les syndicats qui reprennent la main quand même aussi, Denis Maillard. Oui, enfin, qui vont. Est-ce qu'ils allaient rejoindre la journée du 10, mis à part la CGT pour une part et Sud, le reste de l'intersyndicale, et FSU effectivement, et le reste de l'intersyndicale a donné rendez-vous le 18. Est-ce que ça peut être un débouché? On le verra. Eh bien, merci à tous les trois d'avoir été avec nous ce soir dans cette première partie de Chaque Voix compte pour évoquer donc ce mouvement Bloquons Tout, dont on ne sait s'il va se poursuivre. En tout cas, on voit ce soir que les manifestants semblent prendre date pour le 18 septembre. Dans un instant, on va poser la question qui fâche après l'arrivée de Sébastien Lecornu à Matignon. Peut-il gagner la bataille du budget? Cette question, on va la poser à nos trois députés du soir qui vont arriver sur ce plateau, Philippe Juvin, Charles Zitzenstuhl et Aïda Hadizadeh qui s'installent sur le plateau de Chaque Voix compte pour la question qui fâche dans un instant. Avant de les entendre, c'est quelle histoire? Et c'est Laurent Guimier. Voilà, on dit bonsoir à nos trois députés, vous vous installez, bonsoir et merci d'être là. Quelle histoire chaque soir? Laurent Guimier, vous décortiquez pour nous l'image du jour. Quelle histoire on veut nous raconter ce soir? Une image de Sébastien Lecornu. Oui, qui s'entretient avec le président de la République. Alors je précise, ce n'est pas une image captée aujourd'hui, c'est une image qui a été prise d'une photo le 15 août 2024 à l'occasion des célébrations officielles des 80 ans du débarquement de Provence, dans le sud de la France. Donc,
voyez, le président parle, le ministre écoute, et cette composition des deux hommes qui se parlent en toute confidentialité, on l'a beaucoup vu aujourd'hui dans la presse, dans les journaux, mais aussi sur les réseaux sociaux et Internet. Regardez, il y a d'autres images que vous allez voir. Regardez cet exemple encore plus parlant, si je puis dire. Hanoï, Vietnam, c'était le 26 mai dernier. Alors là, on inverse les rôles. Conciliabule, discret, secret entre président et ministre. Et vous remarquez que Sébastien Lecornu masque ses lèvres pour éviter qu'on ne lise sur celle-ci. Bah oui, parce que forcément, ce sont des conversations classées secret défense, Laurent. Oui, et c'est crucial, et ça a été majeur dans la construction de l'image actuelle du nouveau Premier ministre. La majeure partie de l'empreinte médiatique de ce Premier ministre, nouvellement nommé, c'est évidemment ministre de la Défense pour le grand public. Une preuve en passant, hein, une grande partie de la presse régionale ce matin file la métaphore militaire, le galon, le soldat, le droit pactage. dans ses bottes. Il y a tout le barda est prêt. Là, de ce côté-là, tout va bien. Mais ça a eu une conséquence majeure jusqu'à présent et qui est en rupture avec tous les prédécesseurs récents de Sébastien Lecornu, qui étaient plus connus et parfois plus prolixes. Pour le très grand public, Lecornu, c'est un homme silencieux et l'homme d'un dossier, et très rarement une voix, parce qu'un ministre de la Défense, il sort très très peu de ses dossiers, surtout depuis que la France est engagée dans le conflit ukrainien, où évidemment il a été très très mobilisé sur cette question. Mais Laurent, vous voulez dire que le nouveau Premier ministre va devoir rattraper ce qui peut s'apparenter à un retard, il va devoir multiplier très vite les interventions dans les médias ? Alors, j'en sais rien, je ne suis pas son conseiller, je ne les connais pas encore, ils n'ont pas encore fixé le cap, mais ça n'est pas certain, parce que ce silence, cette façon de ne pas beaucoup parler, ça colle avec les éléments de langage et le grand élément de langage qui, ce matin, sur les radios, les télévisions, a commencé à être distillé par les représentants du socle commun, c'est être à l'écoute. Être à l'écoute des territoires, être à l'écoute des Français, être à l'écoute de ceux qui souffrent, être à l'écoute des forces politiques. Ça veut dire, quand on est à l'écoute, qu'on est par définition économe de ses mots. On écoute davantage qu'on ne parle. Et comme pour renforcer cette impression, on en parlait tout à l'heure, on a tous été très marqués par la brièveté de la passation de pouvoir, tout à l'heure, à Matignon, entre François Bayrou et son successeur. C'est vrai que pour tout dire, on s'attendait à y passer la pause déjeuner, et puis ça n'a pas été le cas. Là, ça n'a pas été le cas, et regardez, pour en avoir la preuve et objectiver un petit peu cette question, j'ai revisionné les 6 précédentes passations de pouvoir, et donc toutes celles qui ont eu lieu sous la présidence d'Emmanuel Macron. Et vous le voyez, c'est le record de rapidité des 2 quinquennats. Jusqu'à présent, la passation de pouvoir la plus brève, c'était Cazeneuve-Philippe en mai 2017, 14 minutes. Ce matin, 7 minutes, record battu. J'ai décortiqué chaque passation aussi. Michel Barnier, qui a été le plus long dans son discours, avait prononcé 1511 mots dans son discours. Sébastien Lecornu, seulement 395. Alors, je ne sais pas ce que sera le budget. Fanny est beaucoup plus experte que moi sur la question, mais notre nouveau Premier ministre a choisi pour l'instant d'être économe de ses mots. Et on verra pour la suite. Merci. Qu'il soit économe aussi en matière budgétaire. Merci Laurent, voilà qui nous amène à la question qui fâche ce soir avec ce mouvement Bloquons tout. Et puis il y a en quelque sorte donc ce débloquons tout que semble vouloir initier Sébastien Lecornu. Si l'on en croit donc les premiers mots de sa passation de pouvoir, le nouveau Premier ministre s'est donc brièvement exprimé à Matignon pour promettre des ruptures sur le fond et pas que sur la forme. On va y arriver, a-t-il dit. Et c'est peu dire ce soir que c'est pas gagné. La question qui fâche est préparée ce soir par Baptiste Garrier-Chartier. Un nouveau visage à Matignon, mais toujours cette même interrogation. Existe-t-il une voie de passage pour gouverner et doter la France d'un budget à la mi-journée? Cap fixé par l'intéressé. Il va falloir des ruptures. Et pas que sur la forme, et pas que dans la méthode, des ruptures aussi sur le fond. Ce macroniste de la première heure connaît bien les rouages du pouvoir. Ministre dans les 6 gouvernements précédents, lui en a bien conscience, sans majorité à l'Assemblée, les marges de manœuvre sont faibles. Alors, avec qui dialoguer et gouverner? Nouer un pacte des Républicains au PS? Ce matin, Olivier Faure édicte ses lignes rouges. Bien, je lui demande de renoncer au 49.3, évidemment, parce que ce serait là une démonstration que la méthode change. Je ne veux pas donner un chèque en blanc à un gouvernement dont je ne sais rien. Sans les voix des socialistes, équation plus complexe pour dégager une majorité. Dans les rangs du Rassemblement national, les élus précisent leur position.
On va écouter ce que Sébastien Lecornu a à proposer, sans beaucoup d'illusions toutefois. Je crains que Emmanuel Macron ait encore une fois fait le choix de l'instabilité. Sébastien Lecornu marche sur un fil et s'il lui veut un changement de méthode, la question qui fâche ce soir, la voici. Peut-il vraiment gagner la bataille budgétaire à l'automne prochain ? Et cette question qui fâche, nous la posons donc ce soir à nos 3 députés. Bonsoir Aïda Hadizadeh, merci d'être là, députée socialiste du Val d'Oise. À vos côtés, Charles Zitzenstuhl, vous êtes député Ensemble pour la République du Bas-Rhin. Et Philippe Juvin, député droite républicaine des Hauts-de-Seine. Bonsoir à tous les 3. On va y arriver, disait à midi Sébastien Lecornu. On va y arriver ? Ça sera difficile, mais on peut y arriver. Et je pense que le Premier ministre est optimiste. Il est conscient de la difficulté de la situation qui est honnêtement jamais vue sous la Ve République. Je pense d'où aussi l'intervention extrêmement courte. Parce qu'il y a un seul sujet qui va nous intéresser pendant 3 mois, c'est le budget. C'est le seul sujet politique du pays pour les 3 prochains mois. Le budget, passer un budget, avoir un budget. Tout ça nécessitera des ruptures sur le fond, comme il l'a dit. Et pour que ces ruptures sur le fond puissent advenir, il faudra passer, non pas simplement écouter, mais passer des accords et faire des compromis, avec des gens qui sont aussi nos opposants. Avec qui alors ? En particulier, la gauche de gouvernement, les socialistes, je pense, pour être très clair, il est évident que de façon mathématique, pour que la France puisse avoir un budget en 2026, il faudra travailler avec la gauche de gouvernement. Aïda Hadizadeh, vous la prenez cette main tendue ? On verra concrètement ce qu'il y aura dans la main tendue. Nous avons toujours été dans la même disposition d'esprit depuis le début et puis si on remonte à plus loin, depuis très longtemps. Nous sommes pour le dialogue, la construction d'accords, nous sommes pour la recherche de la justice dans la stabilité. Mais la justice d'abord. La stabilité ne peut pas venir couronner le tout s'il y a de l'injustice. Et donc si dans la main tendue, il y a la promesse de plus de justice pour les Français, eh bien, nous saisirons cette main parce que les Français l'attendent, on voit la colère qui monte et il faut être au rendez-vous. Mais le Parti socialiste a fait savoir dès hier qu'il ne participerait pas au gouvernement. Pour autant, on voit que vous ne fermez pas la porte. Vous allez aller au rendez-vous avec Sébastien Lecornu qui a entamé ses consultations aujourd'hui ? Comme toujours, nous avons toujours été à la disposition des différents premiers ministres, à la disposition, c'est-à-dire prêts à aller autour de la table. Nous avons été un peu surpris que M. Bayrou reste silencieux cet été. Nous avons travaillé. Nous venons avec des bases de propositions solides. Nous pensons que la charge de la dette ne doit pas reposer sur ceux qui souffrent déjà. J'ai écouté votre émission dans les coulisses. 40% des Français qui n'arrivent pas à boucler leur fin de mois. Elle est là, la colère. Elle est là, l'écoute. Et donc, après l'écoute, il doit y avoir de l'action dans ce sens-là. Et nous sommes prêts à y travailler, mais avec prudence et avec une grande vigilance. Alors, on va revenir dans un instant sur le fond, parce que là, on attaque vraiment le fond, c'est-à-dire le sujet du budget. Mais sur la forme, une rupture sur la forme, Philippe Juvin. Sébastien Lecornu a d'abord choisi de recevoir le socle commun, même si on ne sait plus si c'est un socle et s'il est encore commun, mais il a d'abord choisi de recevoir les parties du socle commun, dont LR. Pour se dire quoi ? Qu'est-ce qui s'est dit dans ces consultations qui ont eu lieu cet après-midi ? Il y avait notamment dans le bureau Laurent Wauquiez, Bruno Retailleau. Écoutez, de toute façon, la situation, vous la connaissez, elle n'est pas grave, elle est très grave. Donc il y a ensuite 2 possibilités. Soit nous vivons tous dans la nostalgie que nous avons pu connaître chacun à notre tour dans la vie politique une majorité, et on fait comme si rien ne s'était passé, soit on prend la réalité telle qu'elle est, c'est que personne n'a de majorité. Et quand personne n'a de majorité, eh bien qu'est-ce qu'on fait ? On se met autour de la table, malgré nos différences, et on se dit 2 choses. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble ? Mais aussi, c'est aussi important, quelles sont nos lignes rouges les uns et les autres, en veillant à ne pas trop les multiplier, sinon on bloque le système. Et les gens qui acceptent de travailler ensemble dans un gouvernement de coalition, puisque c'est comme ça, malgré leurs différences, évidemment prennent l'engagement de ne pas tous les matins franchir la ligne rouge du petit camarade, parce que ça ne peut pas marcher. Moi, il se trouve que j'ai eu l'honneur d'être député européen avant d'être député à l'Assemblée nationale. La situation que nous vivons en France, elle est d'une grande banalité chez la plupart de nos voisins. Comment font-ils ? Ils se mettent autour de la table, ce sont des gens sérieux, et ils ne s'envoient pas des invectives à la tête. De toute façon, les Français, qu'est-ce qu'ils veulent ? Ils veulent de la stabilité. Qu'est-ce qu'il faut pour de la stabilité ? Il y a une première condition, il faut un budget. Ce budget, il ne se fera pas tout seul. Il se fera si des gens qui ne pensent pas la même chose, nous tous, là, nous avons des visions différentes
des choses, arrivent à se mettre d'accord sur un programme minimum. Voilà, c'est ça il faut se mettre d'accord sur un programme minimum. Alors, par exemple, les LR, c'est quoi vos lignes rouges? C'est quoi les lignes rouges que vous dites ce soir à Sébastien Lecornu? Encore une fois, si je commence par les lignes rouges, je bloque aussi le système. Nous, ce que nous pensons, c'est que, parlons du budget, bien entendu. La question du budget, c'est qu'en France, on dépense probablement trop, mais surtout mal. Il faut qu'on mette fin à une certaine gabegie. Voilà, ça, c'est un constat qu'on fait depuis... D'accord, mais mettons-nous d'accord sur les pistes pour régler ou commencer à régler la gabegie. Deuxième élément, parce que vous avez raison de dire « Ah, mais on le dit depuis des années », c'est vrai, c'est un peu vrai pour tout. Soyons humbles. On ne va pas régler tous les problèmes entre maintenant et l'élection présidentielle. Les grands bouleversements de société, c'est l'élection présidentielle qui les dictera. Il faut qu'on se mette autour de la table et qu'on fasse de petites choses. Mais faire de petites choses, c'est déjà faire des choses. Et puis... dépenser moins, dépenser mieux, et puis probablement qu'un certain nombre de gens qui ne travaillent pas aujourd'hui, en France, il y a des gens qui ne travaillent pas du tout, eh bien, on puisse les aider à retravailler. Et enfin, simplifier, moi je crois que la question de la décentralisation, c'est-à-dire en fait que l'argent public est probablement mieux dépensé quand il est dépensé à l'échelon décentralisé, est une réalité qu'il faut avoir en tête. Fanny Guinochet. Avant d'avoir les mesures budgétaires, il va y avoir une première discussion, me semble-t-il, on voit ça de l'extérieur, mais sur le niveau de l'effort à demander. Parce qu'on voit bien qu'on a tous eu... On est à 44 milliards, on est au-dessus ou on est en dessous? De l'autre côté, du côté des socialistes, si je me réfère à votre contre-budget, c'est moitié moins. Donc déjà, entre les deux... Où est-ce que... On précise que l'Europe valide notre trajectoire. Et d'ailleurs, en disant sur 5 ans, vous engagez à 20 milliards oui, parce qu'il faut que ce soit validé, effectivement, par le pacte de stabilité en Europe. Mais c'est vrai que déjà, la première discussion, ça va être quel gâteau, quel va être l'effort qu'on va demander aux Français. Et ensuite, ce sera... Oui, et ensuite, ce sera comment on y arrive, c'est-à-dire quelles recettes, où est-ce qu'on taxe, où est-ce qu'on augmente les recettes et dans quelles dépenses on coupe. Mais déjà, rien que les grandes masses budgétaires, il va falloir que, ce qui ne va pas être une mince affaire, que tous les protagonistes autour de la table se mettent d'accord. Il y a des lignes rouges au Parti socialiste, vous allez tout de suite les édicter à Sébastien Lecornu? Bien, nous, je pense qu'il les connaît, puisqu'on y a travaillé, notre plan est sur la table. Contre quoi on luttera, c'est le fait que cette réduction, cet effort qu'on doit tous faire, repose toujours sur les mêmes. Les classes populaires et les classes moyennes. Ça, c'est hors de question. L'année blanche, c'est fini, on ne veut plus jamais en entendre parler. Ça, c'était une véritable honte, c'est pas un scandale. On l'entend, si on veut calmer la colère qu'il y a dans la rue, il faut aussi faire des efforts dans ce sens-là. Ensuite, il y a des vieilles lunes à droite et puis à l'extrême droite sur l'aide médicale d'État. Parce qu'on stigmatise une population. Voilà. C'est pas ça. Et puis, non seulement c'est 1 milliard d'euros, mais ça serait bien qu'on le dise une bonne fois pour toutes, c'est 1 milliard d'euros qui protège les Français nationaux. Parce que, et c'est à l'homme de santé que je m'adresse aussi, si on laisse une population dans notre pays, sur notre sol, tomber malade sans la soigner, c'est toute la population qu'on menace. Donc ça, terminé. Et puis, on verra dans la discussion, nous, on veut aussi des efforts faits dans le sens d'un renforcement de nos services publics. Il y a des gabegies d'argent, mais il y a des rapports. Les 211 milliards d'euros d'aide de l'État mis en lumière dans un rapport de notre collègue parlementaire sénateur, là, oui, il y a des gabegies d'argent. Nous, on avait soulevé un autre lièvre. D'aide aux entreprises. D'aide aux entreprises, tout à fait. 200 milliards de gabegies non plus. Voilà, oui, vous avez raison. Mais ça pourrait être tout à fait mieux contrôlé. Il y a des subventions, des soutiens. Exactement. Mais regardons là-dedans. Regardons aussi les aides aux universités, j'allais dire aux entreprises, que certaines d'entre elles, pardon, pas aux universités, mais aux établissements d'enseignement supérieur, certaines d'entre elles se comportent comme des entreprises avec les dents longues, et on sait qu'on les subventionne beaucoup trop avec de l'argent public. Nous, on n'est pas pour dire que tout l'argent public est bien dépensé. Évidemment qu'il y a des choses à regarder de ce côté-là, mais vraiment, il est hors de question qu'on fasse la poche des plus modestes dans ce moment-là. Charles Zitzenstuhl, je lisais ce matin l'opinion dans laquelle vous disiez qu'il est désormais acté que l'on n'échappera pas à de nouveaux impôts sur les très hauts revenus. Vous êtes déjà dans une rupture par rapport à ce que vous pensiez auparavant, où on disait non, pas de hausse d'impôts, vous tempérez aujourd'hui. Mais de fait, on y est depuis 1 an, parce que dans le budget Barnier-Bayrou, il y avait déjà des hausses d'impôts sur les très hauts revenus, il faut le redire, parce que beaucoup de... À l'époque, vous aviez dénoncé la folie fiscale. Bien sûr, on avait été un certain nombre à le combattre.
D'ailleurs, moi, c'était plutôt sur la surtaxe, l'impôt sur les sociétés, hein, qui, moi, avait vraiment été mon cheval de bataille l'année dernière. Mais après, en un an, il s'est passé beaucoup de choses. Et nous sommes aussi des députés, nous sommes au contact de nos électeurs, de nos concitoyens, et nous entendons aussi ce qui nous remonte du terrain. Et moi, le sentiment majoritaire que je ressens chez moi en Alsace, hein, c'est l'Alsace. Oui, vous êtes député du Bas-Rhin. C'est que la volonté, c'est la stabilité. Et donc, pour qu'il y ait une stabilité pendant un an, et dans un an, la campagne présidentielle commencera, il faut que le budget passe. C'est ça le seul objectif. Et pour qu'il y ait un budget, il va falloir, oui, faire des pas les uns vers les autres. Et donc, pour être concret sur le sujet de la fiscalité, je pense qu'aujourd'hui, beaucoup plus que l'année dernière, nous sommes un certain nombre à être prêts à discuter de ces sujets-là. On parle beaucoup de la taxe Zuckman, je termine par là. Sur le sujet de la taxe Zuckman, je pense qu'il faut ouvrir une discussion, mais il faut que la discussion ait aussi lieu de l'autre côté, notamment du côté de la gauche. Parce que moi, j'ai lu de façon très attentive... c'est sur votre gauche. Je termine juste. J'ai lu de façon très attentive une tribune parue hier dans Le Monde, signée par de brillants économistes, qui nous explique qu'à date, le dispositif ne fonctionne pas. Non, il ne sait pas ce qu'il dit dans la tribune. Et que notamment les rendements qui sont escomptés et qui sont annoncés par un certain nombre de nos collègues de gauche devraient être ramenés de façon beaucoup plus prudente, notamment autour de 5 milliards d'euros. Donc on peut discuter de ce sujet, mais il va falloir qu'on rentre dans la technique, qu'on soit précis et que chacun aille l'un vers l'autre pour qu'on ait un budget qui ne sera pas parfait, mais qui sera un budget parce que la France a besoin d'un budget. La tribune en question dit que ça ne sera pas 20 milliards, ça sera 5 milliards. Oui. Écoutez, déjà, c'est déjà beaucoup. C'est beaucoup d'argent. Et je pense que les électeurs de votre circonscription, tout comme les électeurs de la mienne, seraient heureux de savoir que les ultra-riches, hein, on parle de cette catégorie-là de la population, vont être taxés pour un total de 5 milliards d'euros. Je tiens quand même à rappeler que la suppression de l'ISF en 2017 a privé les recettes de l'État de 4,5 milliards d'euros par an. C'est les chiffres de Bercy. 4,5 milliards x 8, ça fait beaucoup d'argent qui manque dans les caisses. C'est cette injustice-là auquel il faut mettre un terme. La stabilité, bien évidemment, mais l'ensemble des électeurs, ceux qui étaient dans la rue aujourd'hui, demandent plus de justice. Fanny. Nous, on sera là pour les défendre. Si on veut être précis, Emmanuel Macron a supprimé l'ISF, l'impôt sur la fortune, mais il a créé aussi l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière. C'est pas autant que l'ISF, c'est moitié moins, mais effectivement... Beaucoup moins. Après, la question qui va se poser, il y a la question des hauts revenus, les ménages, mais ce que vous disiez sur la fiscalité des grandes entreprises, cette année, dans le budget qui est passé, il y a eu cette contribution exceptionnelle des grandes entreprises sur les grands groupes, c'était 8 milliards d'euros. Donc là, vous voyez, et on nous a présenté ça, François Bayrou disait c'est une contribution exceptionnelle qui ne sera pas reconduite. Le sujet va certainement revenir sur ces grands groupes qui, par ailleurs, ont versé pas mal de dividendes. Donc effectivement, et vous voyez, c'est pour vous donner juste le ratio des grands entreprises. Si vous me permettez sur les ratios, parce qu'on peut aussi toujours avoir une grande imagination sur la création de taxes et impôts nouveaux. Sauf que nos marges de manœuvre réelles, elles sont plus sur les dépenses que sur les recettes. Nous avons un taux d'imposition en France qui est parmi les plus importants, le deuxième d'ailleurs de l'Union européenne. Donc, pour les ultra-riches. Ne croyez pas qu'il y a une cagnotte cachée qui va résoudre le problème. Ce n'est pas vrai. Je termine. 27% d'impôt sur le revenu. Je termine. 2 fois moins que leur secteur. Quand on parle des ultra-riches de qui on parle, il y a une étude qui le montre très bien, c'est, tenez-vous bien, 0,00002% des contribuables, c'est-à-dire quand même on est sur une toute petite partie, qui effectivement par des effets d'échappement fiscal arrive à payer moins d'impôts que ce qu'il devrait payer. Vous comprenez que même si c'est infime, c'est ce qui crée un sentiment d'injustice. Oui, mais je veux dire, il faut aussi à un moment, les recettes seraient probablement infimes. Mais il faut sortir du symbole. Parce que nous sommes en train de nous bercer. Oui, mais les symboles, c'est important dans le sentiment des Français. Bien sûr. Ce n'est pas des symboles, c'est des signaux, M. Juvin. Des signaux. Je me permets de terminer. Je pense qu'il ne faut pas se bercer d'illusions. Si on veut rétablir les finances publiques, et pourquoi il faut les rétablir? C'est parce qu'il y a un moment où on ne financera plus les services publics. Moi, je suis médecin hospitalier, je peux vous assurer qu'autant j'ai la chance d'être dans un hôpital qui est bien doté, autant j'ai des collègues qui travaillent dans des services publics qui se dégradent. Pourquoi ils se dégradent? Parce que nous avons de moins en moins de marge de manœuvre. Donc il faut que nous arrivions à faire en sorte, encore une fois je le répète, que la dépense baisse, mais surtout qu'elle soit
efficace. Nous avons de l'argent public, c'est-à-dire de l'argent pris dans la poche des Français et des entreprises françaises, qui aujourd'hui n'est pas utilisé à plein. Enfin, pardon, mais il y a eu plus de 20 000 fonctionnaires l'année dernière. Vous avez l'impression que les services publics fonctionnent mieux. Quels fonctionnaires vous allez supprimer alors? Donnez-nous la liste. À l'hôpital, non mais je vais vous donner à l'hôpital public. C'est toujours la même chose. Ben, écoutez-moi, à l'hôpital public, quand vous regardez le nombre d'équivalents temps plein sur toute la France, il y a autant d'équivalents temps plein administratifs que d'équivalents temps plein médecins. Je ne dis pas qu'il faut supprimer tous les administratifs. Il faut un peu vider les bureaux des hôpitaux pour remettre. Excusez-moi, il y a un élément qui nous pose, enfin, qui devrait quand même nous intéresser. Nous avons, je crois, des marges de manœuvre. Et heureusement d'ailleurs, parce que sinon, je ne sais pas comment nous ferions. Enfin, sur le pouvoir d'achat des Français, c'est très important, le pouvoir d'achat des Français. Pourquoi le pouvoir d'achat des Français est-il désormais insatisfaisant, trop bas? C'est parce que, en fait, c'est l'État et la sécurité sociale qui leur prend le plus. C'est l'État qui prend le plus aux Français. La première dépense contrainte des Français, c'est le logement. Mais non, pardon, sur les impôts. Ce sont les impôts. Madame, je suis désolé, ce sont les impôts, c'est plus de 50%. Les Français payent. Pardon, vous avez beaucoup parlé, M. Juvin, permettez-moi de compléter. Pardonnez-moi, je termine. Vous avez aussi des Français qui ne payent pas d'impôts, mais qui doivent payer leur loyer. Les Français payent en moyenne plus de 50% de ce qu'ils gagnent. Les Français payent des taxes. Il y a des dépenses contraintes dans le budget des Français, le logement. On n'en parle jamais, mais par rapport à d'autres pays européens, je prends l'exemple de l'Allemagne ou de l'Autriche, 40% du budget des Français part dans le logement, avec parfois des phénomènes de bulles spéculatives qui encore, à Paris, c'est vraiment tout à fait le cas. On ne peut plus se loger à Paris si on n'a pas hérité, donc en tout cas on ne peut plus acheter. Et ça, ces phénomènes-là sont réels et pour l'instant, depuis 2024, depuis que je suis à l'Assemblée, on en parle trop peu. Nous, les socialistes, on a déposé une proposition de loi pour lutter contre le phénomène Airbnb, on va aller plus loin, mais il faut être aussi au rendez-vous de ces phénomènes-là. Si demain on augmente les salaires des Français mais qu'on n'a eu aucune action sur le logement, il n'y aura aucune amélioration de leur niveau de vie et ils verront toujours leur fin de mois se boucler difficilement. Je vous écoute tous les trois et je me dis, il y a peut-être un chemin possible, non? Charles moi, je le souhaite. Je le souhaite parce que c'est l'intérêt du pays. Et c'est aussi l'intérêt du pays, on ne l'a pas encore dit ce soir, dans un contexte européen difficile. La guerre en Ukraine, nous n'en connaissons toujours pas l'issue. Depuis plusieurs semaines, nous avons la Russie qui fait des démonstrations d'intimidation très fortes. Il y a quelques heures encore en Pologne, dont nous sommes l'allié, à travers l'Union européenne et à travers l'Alliance atlantique. Donc, il y a aussi cet élément, je pense, que l'ensemble des parlementaires doit avoir en tête. La France est la première puissance militaire continentale de l'Europe. Nous sommes le seul pays de l'Europe continentale à avoir la force de dissuasion nucléaire. Dans une situation compliquée, on a besoin d'un État qui fonctionne et donc d'un budget. Ça veut dire qu'il ne va pas falloir que le ministère des Armées reste trop longtemps vacant. Donc peut-être que vous nous donnez une information. Ça veut dire que la composition du gouvernement, on va la savoir vite. Vous ne savez pas? Je ne sais rien, mais on a le ministre des Armées sortant qui est Premier ministre. Donc sur ces sujets-là... Oui, mais il n'occupe pas les deux postes. La continuité de l'État est assurée. Une continuité de l'État. Oui, non, mais vous avez compris le message. Et en tout cas, moi j'ai rencontré il y a quelques jours des parlementaires d'autres pays européens. Ils nous disent tous, nous avons besoin d'une France qui fonctionne. L'Europe a besoin de la France. D'ailleurs, ce sera peut-être un point d'accord, un des rares, parce que le budget des armées, a priori, en tout cas, l'enveloppe consacrée aux armées risque d'être maintenue, surtout avec un Sébastien Lecornu à Matignon. J'ajoute que si nous n'avons pas de budget et que nous montrons une image d'instabilité à l'extérieur, il sera encore plus difficile de nous financer. Bien sûr. Parce que je vous rappelle qu'une partie des retraites et une partie des salaires des fonctionnaires sont payés aujourd'hui par de l'emprunt. Donc il faut qu'on puisse nous prêter à des taux satisfaisants. Et aujourd'hui, les taux augmentent. Je vois que mes deux voisins martèlent le mot stabilité. Nous sommes évidemment pour la stabilité, mais dans la justice. Il n'y a pas de stabilité possible dans l'injustice. Un pays, il est fort quand il est juste. Il n'est pas fort quand sa dette est réduite. Si sa dette est réduite au prix de sacrifices de milliers de vies, de millions de vies, ça ne marche pas. Donc nous sommes là pour rappeler que la justice permettra cette stabilité. Sébastien Lecornu va poursuivre demain ses consultations en recevant notamment Yaël Braun-Pivet dès demain matin. On suivra évidemment ça avec beaucoup d'intérêt sur LCP. Il est 20h30, c'est la fin de Chaque Voix compte. À suivre sur la 8, le débat doc dans un instant. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci Fanny et Laurent. Nous on se retrouve demain, 19h30 pour Chaque Voix compte. Bonne soirée, à demain. Merci.